Alors maintenant, allons directement, on prend notre sujet principal, cet appui financier qui est proposé par la CEDEAO aux États du Ligue Pacto Gourma, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Comment comprendre cette position justement de la CEDEAO? Est-ce à dire que cette organisation a accepté aujourd'hui, accepte justement la dissolution du G5 Sahel? Est-ce à dire que la CEDEAO va, puisqu'on parlait de sanctions tout à l'heure, est-ce qu'elle pourrait lever un peu le pied en ce qui concerne ces sanctions? En tout cas, comment comprendre cette démarche aujourd'hui de cette organisation, Docteur Sango, comprendre la démarche de la CEDEAO, non seulement qui maintient quand même ces États sous sanctions, mais qui propose tout de même de les accompagner, d'accompagner cette nouvelle alliance qu'ils ont créée. Je pense que, il y a deux prismes importants qu'on pourrait privilégier pour essayer de comprendre Oui. analytiquement la démarche de la CEDEAO. Je parlerai, n'est-ce pas, ici du prisme juridique et du prisme, n'est-ce pas, politique. Vous savez que, du point de vue juridique, en réalité, nous voyons que la CEDEAO est dans une sorte d'incohérence parce que, au moment où elle est en train de brandir un financement d'aide à ces États du Sahel pour Oui. lutter contre le terrorisme, au niveau du soubassement, au niveau du socle juridique, cette organisation-là maintient encore les sanctions qui, du point de vue fonctionnaliste, n'est-ce pas ici, participent même à asphyxier cette dynamique de lutte contre le terrorisme. Donc vous voyez donc du point de vue juridique cette approche-là est incompréhensible. Il n'y a pas de cohérence. La CEDEAO aujourd'hui donne l'impression qu'elle est davantage une coque vide et qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, si du point de vue juridique, cette démarche-là ne peut pas être acceptable et Oui. acceptée, je pense que du point de vue politique, sous la grille politique, on peut donc comprendre cette démarche de la CEDEAO qui est une démarche essentiellement politicienne et géopolitique. Il ne faut pas oublier que la CEDEAO aujourd'hui, de par sa pratique fonctionnaliste, est une organisation qui travaille en phase avec l'Union européenne, j'ai envie de dire les pays occidentaux, est une organisation qui ne donne pas l'impression dans ses actions comme dans sa pratique d'être une organisation autonome. C'est une organisation qui semble être, n'est-ce pas ici, téléguidée et orientée par des dynamiques extérieures. Oui. Donc à partir de ce moment, nous comprenons donc qu'aujourd'hui, cette action-là ne serait pas une action qui émane volontairement des acteurs de la CEDEAO. Ce serait une action qui s'inscrit dans la dynamique de ces autres actions des pays occidentaux qui, lorsqu'ils sont en difficulté dans une situation, utilisent ces mécanismes que j'appelle souvent des mécanismes d'infiltration et de pénétration et à l'effet, n'est-ce pas ici, de déstabiliser les dynamiques révolutionnaires. Donc, pour ma part, je pense que cette aide financière-là s'inscrit dans cette logique de participation, de rapprochement, d'infiltration à l'effet de déstabiliser la dynamique révolutionnaire qui, sur le terrain, met en difficulté les intérêts des pays occidentaux. Parce que vous savez que, du point de vue, n'est-ce pas ici, historique, les pays occidentaux tirent leur intérêt de l'Afrique à partir du moment où cette Afrique est dans le chaos, est divisée, est dans la pauvreté, est dans la misère. Donc on ne saurait aujourd'hui penser la libération du continent africain en faisant fi de cette division du travail, de ce que Samir Amir appelle la dialectique centre-périphérie. Donc aujourd'hui, on doit comprendre que avec la dynamique révolutionnaire que les États de l'AES ont décidé d'expulser sur le terrain, cette dynamique-là ne pourra pas se passer comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va pas se passer sans soulever, n'est-ce pas, ici, des révolutions. Parce que de l'autre côté, des acteurs vont travailler aussi pour essayer de rehausser, n'est-ce pas, leur influence et leur intérêt. On doit davantage connaître et intégrer que le financement Madame Siké, jusqu'ici, n'a pas été et ne se présente pas ou n'a pas toujours été l'outil le plus important de lutte contre le terrorisme. Parce que si on veut rester sur la grille historique, on va bel et bien se rendre compte que l'Afrique
a reçu jusqu'ici des sommes d'argent aussi colossaux en termes de lutte contre le terrorisme. Si on essaie d'évaluer ce montant-là, je pense que le terrorisme aujourd'hui serait éradiqué du sol africain. Donc, pour ma part, moi, je pense que le financement sans volonté des acteurs au préalable ne sert à rien. Il faudrait d'abord que les acteurs qui s'engagent à lutter contre le terrorisme montrent d'abord leur volonté d'éradiquer le terrorisme sur le terrain. Et c'est là où le problème se pose aujourd'hui. On se rend bel et bien compte que dans cette diversification des partenariats traditionnels et historiques que l'Afrique avait jusque-là privilégiés, il y avait des puissances, des pays qui n'étaient pas sincères dans leur accompagnement, dans leur partenariat. On avait des pays qui se transformaient sur le terrain comme des adjuvants du terrorisme. On ne va plus revenir ici sur des preuves que le Mali a réuni dernièrement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités du Sahel doivent, n'est-ce pas, ici être prudentes. Elles ne doivent pas se laisser, n'est-ce pas, manger par cette stratégie européenne, parce que moi, je suis convaincu que derrière cette proposition de financement se cache l'Union européenne, ou du moins la France fondamentalement. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que les États du Sahel devraient dire non à cette aide financière, parce que l'aide financière participe à vous tenir. À partir du moment où vous allez accepter cette aide financière-là, on va revivre les mêmes scénarios que nous vivons quotidiennement. On vous dit que, ok, voici comment vous allez orienter les actions sur le terrain. Et voici ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas. Utiliser cet argent. Absolument, absolument. Or, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce genre d'orientation. On a besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, d'une stratégie totalement autocentrée et souveraine qui s'attaque véritablement au terrorisme. On voit comment les autorités maliennes ont récupéré Kidal dernièrement. Ce n'était pas avec l'aide financière européenne, française, encore moins de la CEDEAO, du Burkina Faso. Donc, ça montre qu'en réalité, si ces autorités du Sahel ont excellé jusqu'ici, sans toutefois utiliser les fonds de ces organisations d'intégration sous-régionale, elle peut, n'est-ce pas, continuer son combat et réussir sans accepter ces 1,9 million de dollars que la CEDEAO est en train de brandir. Donc, derrière ce financement se cache une stratégie. C'est un appât d'entrée que cette organisation-là veut utiliser pour infiltrer les autorités de l'AES et de l'AES à l'effet, n'est-ce pas, de briser leur dynamique révolutionnaire qui est jusqu'ici en train de porter les fruits. Donc, moi, je suis tout simplement un analyste. Ce sont des hauts stratèges qui sont à la tête de ces trois États-là. Au moment où elles sont organisées, ils sont organisés, n'est-ce pas, ici dans ce projet de fédération de ces trois États-là, il est important qu'ils ne s'embarrassent pas des actions qui pourront, n'est-ce pas, ici, participer à diluer leur dynamique révolutionnaire. Merci à vous, Dr Sango. Patient Parfendon, vous pensez également que c'est une façon d'appâter justement ces États. On revient sur justement les sources de financement, comme pour la plupart d'ailleurs des organisations africaines, la CEDEAO. On connaît effectivement comment cette organisation est financée. Aujourd'hui, que ces pays justement ne sont pas en odeur de sainteté avec ces États occidentaux et précisément la France, est-ce qu'on doit faire confiance à ce fonds, à cet argent qui est offert aujourd'hui par la CEDEAO à ces États? D'abord, vous voyez que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est la même CEDEAO qui s'est lancée dans les sanctions contre ces États. Oui. C'est cette même CEDEAO qui est aujourd'hui obligée de se rendre compte qu'il faut essayer de faire les yeux doux, n'est-ce pas, à ces États à travers cette aide. Moi, je serais un peu cynique. Okay. Si j'étais à la place de ces États. Si cette aide n'est pas suivi de conditionnalité. C'est l'argent de ces États que la CEDEAO a tout simplement fait une rétention à un moment donné. Mais qui prennent cet argent? C'est leur argent. C'est leur argent. N'oubliez pas que les sanctions de la CEDEAO ont, attention, tout à fait, asphyxié quand même. Oui, ont quand même eu des conséquences dommageables pour l'économie de ces pays. Normalement, si nous étions dans un cadre normal, excusez-moi la tautologie, ces pays auraient pu porter plainte à la CEDEAO.
Vous ne pouvez pas, sur le fallacieux prétexte de vouloir restaurer l'ordre républicain, fermer complètement même le cas de l'UMOA, les robinets financiers, bloquer même les comptes d'un État. C'est du gangstérisme. Donc ce n'est que justice. Normalement, si cette aide, j'insiste, n'est pas suivie de conditionnalité, qui prennent cet argent. C'est leur argent. C'est leur argent. Bon, maintenant, si ils s'imaginent un seul instant que les dirigeants des gouvernements de transition de l'AES qui sont là, que nous voyons, sont aussi idiots en se disant ils vont laisser la CEDEAO leur proposer de l'argent et la CEDEAO de leur imposer des conditions d'utilisation de cet argent. Alors là, ça veut dire qu'au niveau de la CEDEAO, je crois que leur QI, leur coefficient intellectuel est en régression déjà. Il y a un problème. Ils sont atteints d'une maladie dégénérative qu'il faut que les médecins s'occupent d'eux. Parce que ce n'est pas possible. Ça ne se passera pas comme ça, chère dame. Ça ne se passera pas comme ça. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, vis-à-vis de tout cela, c'est qu'en réalité, comme l'a dit le docteur Sango, ce n'est pas la CEDEAO qu'il faut voir derrière cette opération. C'est l'impérialisme occidental de cette opération. Je vous ai dit tout à l'heure que même l'Allemagne propose une aide militaire au Mali. Pourquoi? Parce que le jeu là-bas chez eux commence à être corsé. C'est pas facile. La France est dans des difficultés économiques. Ce n'est pas parce qu'ils ne nous disent pas la vérité. C'est grave. C'est grave. C'est presque la banqueroute du point de vue financier de leur propre économie. L'Allemagne est en train de se rendre compte qu'il ne peut pas continuer à refinancer les déficits budgétaires de la France. Parce qu'eux-mêmes, ils ne se portent pas très bien, économiquement parlant. Alors, ça risque d'être de chacun pour tous, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, chacun essaie de trouver maintenant des possibilités d'adoucir la position des gars de l'État de Sahel pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Et là-dedans, je vous le dis, la bêtise que l'Union européenne a commise, la bêtise des bêtises, c'est d'avoir suivi mécaniquement les États-Unis. Les États-Unis ont des projets qui ne correspondent pas aux projets européens. Et à partir de ce moment-là, ils se sont foutus une balle dans la jambe en se coupant de ce que la Russie leur donnait comme énergie fossile, presque gratuitement. Parce que quand on compare les prix, ça fait un peu rire. C'est pour cela que je voulais revenir un peu sur mon jeune frère, Dr Sango, disant oui, ils ont donné de l'aide à l'Afrique pour combattre le terrorisme, mais quand on le compare à l'aide qui a apporté à l'Ukraine, de l'autre côté, oui. Quand même, ce sont des broutilles, quand même, ils sont sérieux, qu'ils ont donné au continent africain, surtout dans quel délai? Parce que nous, la prétendue lutte contre le terrorisme, il dure, il dure depuis très longtemps. Donc, je pense qu'ils ne peuvent pas nous gruger par rapport à de pareilles tentatives de nous amadouer. Ça ressemble un peu au conte de, comment vous appelez ça, le corbeau, le renard. Ils sont en train de nous jouer un peu le corbeau, le renard. En nous disant, vous êtes beau, on est prêt à vous aider, et comme ça, on rentre dedans. Et en compensation, qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Ils vont nous demander le gaz. Ils vont nous demander le pétrole. Ils vont nous demander le lithium. Ils vont nous demander l'oxygène liquide. Qui en a, heureusement, beaucoup dans ces États sahéliens. Tout à fait. Ils sont dans ce qu'ils appellent la transformation de leur économie, la transformation énergétique. Ils vont les prendre où? Sans oublier que d'autres pays sahéliens sont passés à une autre étape avec les champs photovoltaïques que nous constatons au Niger un peu partout. Les Nigériens se mordent les doigts aujourd'hui. Ils ont coupé l'électricité au Niger. Aujourd'hui, les Nigériens leur montrent que l'énergie solaire, ils ont un taux d'ensoleillement pratiquement 24 sur 24 et 365 jours. Il faut se mettre des champs voltaïques en attendant de passer à l'énergie nucléaire. Donc, je crois que ces Occidentaux se rendent bien compte qu'ils ont pris les mauvaises décisions. Ils analysent les conséquences des sanctions qu'ils ont appliquées contre la Russie et ils ont vu comment la Russie s'est bonifiée. Tout à fait. À travers leurs mains, leur hommes que sont la CEDEAO, et surtout leurs bras armés sur le terrain que sont la CEDEAO, les sanctions prises contre la CEDEAO ont poussé le Mali, le Burkina et le Niger à envisager d'autres nouvelles opportunités. Pour se sortir complètement de ce piège-là. Et Dieu seul sait que les initiatives
qui sont en train de poindre, n'est-ce pas, et qui sont évoqués du côté de ces États du Sahel-là, font trembler complètement toute la CEDEAO. Quand le Burkina Faso vous dit que eux, dans bientôt, ils vont se lancer dans la construction d'une centrale nucléaire civile. D'abord, vous avez écouté, la CEDEAO a réagi directement que non, ce n'est pas possible, on ne veut pas entendre parler, premièrement. Quand vous voyez le Mali et le Burkina, vous dites maintenant, ils vont construire des usines pour laminer leur propre or, c'est-à-dire que travailler leur propre or, Et là, pour le Mali, c'est sur fonds propres. J'insiste. J'ai dit aux gens, aux Camerounais là, les Maliens vont exporter et transformer leur or sur fonds propres maliens. C'est incroyable. Hein? Un pays qui est dans les difficultés que nous connaissons là. Ouais. Là, je m'adresse directement au gouvernement camerounais. J'ai vu l'histoire de fer de Mbalam qui veut l'exporter là. C'est un scandale. Alors, donc, quand vous avez donc, des données comme ces données-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut tout simplement en tirer que les autres se rendent bien compte que, avec ou sans nous, ces gars vont s'en sortir. Donc, nous avons plutôt intérêt à revenir c'est-à-dire que le vomi là, que nous avons éjecté, on va le manger de nouveau pour faire encore légèrement plaisir à ces gars, pour que nous ne fermions pas totalement les portes. Parce que, à défaut du ravitaillement qu'on obtenait gratuitement de la Russie, il n'y a que chez ces gars qu'on peut de nouveau avoir des capacités en termes de carburant pour faire tourner nos industries et notre économie. Donc, si on se coupe sur d'eux, c'est se faire harakiri. Donc, c'est à mon sens comme ça que je perçois cette tentative. Il y aura d'autres encore. C'est des petites tentatives d'Amadoué, n'est-ce pas, de dire que, pardon, les gars, ne nous laissez pas, nous sommes vos amis, c'est la France qui vous a mal géré, nous, on n'est pas comptable de la gestion de la France. Ça encore, ça fait un peu rire, n'est-ce pas, ces dirigeants de ces États qui sont assez mûrs pour comprendre que ce cycle et ce cinéma-là a assez duré. Donc, à mon sens, nous sommes là face à un vrai challenge. Je vous ai dit que les problèmes sont très complexes. Souvent, on condamne certains États, on condamne certains sans comprendre la complexité des problèmes auxquels ces États font face aujourd'hui. Tous les États sont dans la merde. Vous voyez le Venezuela qui est dans une complicité avec les Guyana. Et vous voyez la réaction des Américains. Partout dans le monde aujourd'hui, c'est la bataille pour la protection de son aire de richesse. Parce que pour les autres qui n'ont rien et qui voient leur économie décadente, pour les mauvais choix diplomatico-politiques, ils se rendent compte qu'il n'y a qu'en Afrique qui peut venir se servir aujourd'hui s'il veut continuer à tutoyer les grands de ce monde sur le plan économique et géopolitique. Merci à vous, Passion Parfendom, Dr Sango. C'est vrai, on a quand même du mal à penser que, puisqu'on dit... On pense que si cette aide, comme on l'a dit sur ce plateau, est accompagnée de conditions, cela ne devrait pas justement accepter. Mais on voit mal quand même les dirigeants de ces États, aujourd'hui, lorsqu'on regarde leur parcours, se plier justement à certaines conditions. A contrario, on a parlé justement d'un sommet qui sera assez décisif, de la CEDEAO qui se prépare. Est-ce que cette offre de la CEDEAO ne laisse pas un peu, ne donne pas un peu le ton de ce qui pourrait se dire ou ce qui pourrait être arrêté lors de ce sommet, parce que si on veut aider, effectivement, on reste dans le cas où si on veut plaire, si on veut séduire, est-ce que cela n'annonce pas aussi quand même peut-être une certaine levée de pied en ce qui concerne les décisions de la CEDEAO? Oui, je pense que c'est un indicateur important. Oui. C'est un indicateur important qui montre aujourd'hui que, du point de vue du rapport de force, la CEDEAO est dans une position, n'est-ce pas, ici de faiblesse. La CEDEAO est en train de fléchir, la CEDEAO est en train de comprendre qu'elle ne peut pas tenir tandem avec cette nouvelle stratégie que ces trois États de l'AES sont en train d'implémenter sur le terrain. Parce qu'à travers cette action-là, la CEDEAO a compris ou est en train de comprendre que c'est même sa survie qui est en train de se jouer. Parce qu'en réalité, on doit également savoir que pour qu'il y ait une sorte de dynamique durable de lutte contre le terrorisme dans cette sous-région-là, il faut qu'à l'état actuel des choses, que les organisations comme la CEDEAO disparaissent, ou du moins ne comptent plus pour lutter contre le terrorisme. Et c'est dans cette logique-là que s'inscrivent les trois États de l'AES et de l'AES à travers le Liptako Gourma, parce qu'ils ont déjà réussi à tuer
une de ces organisations-là qui était jusque-là orientée vers ce fonctionnalisme impérialiste, à savoir le G5 Sahel. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, le G5 Sahel ne représente plus rien. À partir du moment où les 3 grands pays importants ont claqué la porte, je ne pense pas que du point de vue géographique, le Tchad et la Mauritanie pourraient faire revivre le G5 Sahel. Donc, ce qui est vrai pour le G5 Sahel peut aussi l'être pour la CEDEAO. Donc, votre question est totalement importante parce que derrière cette proposition financière, on voit déjà ce qui pourra être dit à cette session extraordinaire ou ordinaire qui est en train de se peaufiner à l'horizon. On risque, n'est-ce pas ici, de nous orienter vers la levée de ces sanctions qui pèsent encore sous la tête. Alléger les sanctions. Ou alléger ces sanctions-là. Mais du moins, ce qu'on puisse dire, il faudrait qu'on sache que ce sont des mécanismes de saupoudrage. Ce sont des mécanismes, n'est-ce pas, de saupoudrage qui ne participent pas, à mon avis, à résoudre le problème du point de vue, n'est-ce pas, de sa cause épicentrique. Aujourd'hui, si les pays africains veulent en découdre avec le problème du terrorisme, avec l'insécurité et même le problème du développement, parce que les deux vont ensemble, il est important de s'attaquer à ces moteurs qui font fonctionner ou qui entretiennent ce sous-développement, ce terrorisme-là. Et parmi ces moteurs-là, Madame Siké, figurent bel et bien les organisations d'intégration sous-régionale africaines à l'état actuel des choses. Parce qu'il faut dire que, du point de vue, n'est-ce pas ici, développementaliste, le processus d'intégration comme celui du régionalisme sont des méthodes, des stratégies de développement. Aujourd'hui, on ne peut pas penser l'Afrique sans organisation d'intégration sous-régionale. Mais il faudrait donc que ces organisations d'intégration sous-régionale-là ne soient pas des entités réductionnistes du fonctionnement de l'impérialisme et de la colonisation telle que nous vivons aujourd'hui. Il faudrait que ces organisations d'intégration sous-régionale soient des éléments, des outils importants calqués aux réalités africaines pour penser et défendre les intérêts du continent africain. Regardez par exemple comment fonctionne l'Union européenne. L'Union européenne travaille pour les intérêts de l'Europe et rien que pour les intérêts de l'Europe. Ouais. L'Union européenne est autonome. Elle pense ses stratégies autonomes de développement. C'est ce que les Africains devraient aussi savoir aujourd'hui pour comprendre que on n'a plus besoin des infiltrations, on n'a plus besoin des dictats, on n'a plus besoin des parrains, des paternalismes dans nos rapports interétatiques. On a besoin d'une collaboration, certes, mais une collaboration qui se veut sincère et respectable des uns et des autres. Donc, pour ma part, je suis d'accord avec vous. On risque de nous acheminer à l'allègement de ces sanctions-là, voire même à la levée de ces sanctions-là, pour essayer encore de redonner un peu de confiance à ces autorités de l'AES Sahel pour qu'elles comprennent un peu, peut-être que la CEDEAO peut, pour qu'elles essaient un peu d'intégrer encore dans leur subconscient que la CEDEAO peut encore leur apporter quelque chose. Mais je vous ai dit que du point de vue stratégique et opérationnel, l'Afrique doit penser sa libération pas avec la CEDEAO, pas avec les organisations d'intégration sous-régionale telles qu'elles fonctionnent actuellement. Merci une fois de plus à vous, Dr Sango. On va afficher les numéros de téléphone après le Monsieur Patient Parfum d'Homme. On ira du côté du standard. On verra s'il y a des appelants. On va les prendre. Patient Parfum d'Homme, c'est vrai que les contradictions de la CEDEAO restent encore un mystère, mais peut-être pour aller dans le même sens que le docteur Sango, après justement cette offre, on s'imagine que voilà, peut-être qu'après le sommet qui va se tenir, cette rencontre, il pourrait y avoir une levée de sanctions en allègement. C'est vrai, comme je le rappelle encore, il y a beaucoup de contradictions dans les décisions de la CEDEAO. Ils peuvent offrir, mais après plutôt visser encore une fois de plus les sanctions. Mais lorsque la CEDEAO veut financer une alliance comme l'alliance des États du Sahel autour de l'Ipacto Gourma, la CEDEAO également accepte la dissolution du G5 Sahel, par exemple. Écoutez, il y a des choses qui sont de l'ordre des faits. Ce sont des faits accomplis. Vous ne pouvez rien faire. CEDEAO ou pas CEDEAO, volonté de la CEDEAO de le constater ou pas, c'est un fait accompli. Il n'y a rien à faire.
le G5 Sahel est mort. L'alliance des États du Sahel, oui. Il n'y aura plus de marche en arrière. Tout à fait. Il n'y aura pas de rétro-pédalage. Surtout qu'ils se sont rendus compte qu'avec cet outil intégrateur, avec cet outil sur le plan de la solidarité et, j'allais dire, de la capacité, de cette dynamique qu'ils ont créée en se mettant ensemble, de tirer vers le haut, cette dynamique a produit des fruits. Effectivement. Comment allez-vous leur dire aujourd'hui que bon, mettez tout ça en parenthèse, revenez dans la maison mère la CEDEAO, où tout le monde a bien vu que c'était n'importe quoi, une véritable auberge espagnole sans aucune efficacité. Ces gens ne le feront jamais. Et puis, il y a un proverbe chez moi qui dit, quand le serpent t'a mordu, même si c'est un ver de terre que tu vois, tu as tendance à déguerpir de là. Tout à fait. Tes jambes au cou. Hein? Donc, ces gens savent très bien le venin que la CEDEAO a. Donc, ils ne seront plus du tout d'accord de revenir à la CEDEAO, surtout dans sa formulation actuelle, comme le disait le docteur Sango tout à l'heure. Cette CEDEAO-là, elle n'intègre pas le peuple. Cette CEDEAO-là, elle ne développe pas la sous-région. Cette CEDEAO-là, elle est tout simplement le bras armé de l'Occident dans sa volonté, dans sa quête d'assujettissement de cette région et de toute l'Afrique. Donc elle est même dangereuse, elle est contre-productive en termes de missions qui lui ont été assignées. Quand on regarde les missions qui ont été assignées à la CEDEAO, et on regarde aujourd'hui en faisant un petit bilan à mi-parcours de ce que cette CEDEAO-là a pu faire, mais on est désolé de constater qu'elle n'a pu produire que la misère et la pauvreté. Donc, elle n'est pas, du point de vue opérationnel et du point de vue utile, quelque chose qu'on doit maintenir. Au contraire, à défaut de la reformer, il faut la détruire tout simplement. Et ce qui est valable pour la CEDEAO est aussi valable pour d'autres organisations sous-régionales. Je vois la CEMAC sur mon regard, ce n'est pas ma langue dans la poche cet après-midi, ce soir, pour vous dire que nous voulons autre chose que ce que nous voyons. Nous voulons autre chose que ce que nous voyons parce que les peuples sont assoiffés de liberté et de progrès. Les peuples sont conscients qu'ils sont assis sur des montagnes, des monts Cameroun et des monts Cameroun de richesse. Ils ne peuvent pas continuer à souffrir et être dans cette misère alors qu'il suffit d'un peu de courage politique, un peu de jugeote, n'est-ce pas, un peu de patriotisme de la part de leurs dirigeants pour que leur vécu immédiat, leur environnement, leurs conditions de vie soient complètement transformées. Donc, je ne veux pas comment les peuples de la charte qui ont signé cette charte de Tako Gourma vont faire marche arrière pour revenir rejoindre un truc moribond, n'est-ce pas, que la CEDEAO, avec les gens eux-mêmes qui ne savent pas où ils vont. Et c'est pour cela que, en toute honnêteté, il serait peut-être de grand temps pour les dirigeants encore en poste au niveau de la CEDEAO de copier peut-être l'initiative des États du Sahel, ou bien à la limite de se faire petit pour aller toquer à leur porte et leur dire, mes frères, vous avez peut-être trouvé la clé, la solution des Saint Graal, nous sommes disposés à venir apprendre à vos côtés ou bien à vous joindre pour que nous puissions mutualiser nos forces et être capables de créer le développement et le bien-être qu'attendent toutes nos populations depuis des indépendances. C'était le troisième pilier de la politique de l'UPC. C'est un UPC qui parle, ça s'appelait l'élévation du standard de vie. Merci une fois de plus à vous, Passion Parfum d'Homme. On donne la docteur Sango pour sortir le mot de fin. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez donné votre position. Ces États ne devraient pas accepter cette offre. Mais qu'est-ce que cela, lorsqu'on voit l'attitude de la CEDEAO, on voit aussi justement la persévérance. On a vu la persévérance de ces États, leur vision. Quelle leçon est-ce qu'on doit tirer de ce qui se passe aujourd'hui dans cette sous-région, nous en tant qu'Africains et bien sûr en ce qui concerne les autres États africains? La première leçon, c'est que le continent africain peut se libérer par ses propres enfants, par ses propres moyens. C'est la première leçon. Elle est fondamentale. On n'a pas besoin des moyens des autres, on n'a pas toujours besoin de l'assistance des autres. L'Africain aujourd'hui peut définir son type de développement et l'implémenter sur le terrain. C'est ce que nous sommes en train de voir à travers cette révolution qui est en train de s'opérer en Afrique de l'Ouest et qui est portée par ces trois États du Liptako Gourma.
La deuxième leçon que je pourrais également donner, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous voyons que l'AES est en train de définir la vraie CEDEAO, ce que devait être la vraie CEDEAO, du point de vue, n'est-ce pas, ici, scientifique. Ouais. Cette alliance des États du Sahel, cette fédération qui est de plus en plus ambitionnée dans cette localité-là. C'est comme ça que les organisations d'intégration sous-régionale, dans leur pratique, devraient se comporter. C'est-à-dire des organisations qui ne donnent pas l'impression qu'elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Ouais. On voit aujourd'hui que la CEDEAO tergiverse. On voit aujourd'hui qu'elle ne sait pas véritablement à quel sens se vouer. Elle balbutie, justement parce que c'est un instrument qui n'est pas autonome. C'est un instrument qui est peut-être, qui a pour nom l'étiquette africaine, oui. mais qui, du point de vue de la substance et de l'idéologie, est totalement, n'est-ce pas, ici empêtré. Après, il faut avoir la capacité de s'autofinancer s'autofinancer également. En ce qui concerne la capacité de l'autofinancement, Madame Siké, Oui. je vous ai dit que ce n'est pas les stratégies qui manquent, Oui. ce n'est pas la capacité qui manque. L'Afrique a tout aujourd'hui pour se développer. Il suffit tout simplement de prendre conscience de cette crise de conscience qui nous caractérise aujourd'hui. Dernièrement, vous avez suivi ce que le président Tiani avait dit en visite au Burkina Faso, que les Africains sont dans un paradis, mais ils ne s'en rendent pas compte. Il faut donc résoudre cette paradoxalité-là, intégrer le fait que nous avons tout pour nous développer. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, l'Afrique pourra, n'est-ce pas ici, échapper à ces velléités de déstabilisation occidentale. Donc pour ma part, je dis, il faudrait qu'on auto-centre notre développement, qu'on prenne en main notre avenir, parce que personne ne viendra le faire à notre place. Parce que tout ce qu'on fait pour vous, sans vous, généralement, on le fait contre vous. Passion Parfendon. Je comprends un peu la hargne de Gado Sidi, mais moi je dis, si tu as mon argent et que tu décides de me remettre une partie de cet argent, s'il n'y a pas de conditions à poser dessus, je prends mon argent. Soyons un peu pratiques aussi. C'est l'argent de ces États-là. Ce n'est pas l'argent de la CEDEAO. Surtout qu'on imagine mal ces trois dirigeants se faire imposer encore des conditions voilà. aujourd'hui. S'ils font l'erreur de remettre cet argent à ces pays, qu'ils prennent cet argent, c'est leur argent. Si ce n'est pas suivi de conditions, évidemment. Bon, maintenant, si c'est suivi de conditions, ils savent très bien que leur offre ne va pas prospérer. Ça va de soi. Deuxièmement, il faut insister en disant à nos frères, aucun de nos États ne s'en sortira seul. Oui. Il n'y a que par le biais des unions qu'on pourra enfin avoir la capacité de commencer à vraiment à poser les jalons de notre propre autonomie et de notre propre liberté. Aucun de nos États ne peut s'en sortir seul. Quand on prend les agrégats, là, même le gros Nigeria, là, vous voyez les difficultés qu'a le Nigeria. Ils sont obligés tout à fait d'être comme des supplétifs, j'allais dire des proconsuls, n'est-ce pas, de l'espace occidental en Afrique. Pourquoi? Ils ont suivi la même idéologie sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel que celle de l'Occident, en croyant que c'est l'horizon indépassable, ce que leur propose l'impérialisme occidental. Or, quand on se met en commun, chacun vient avec ses préoccupations et on se rend bien compte que pour régler ces problèmes-là, il faut absolument compter sur les solutions endogènes. Et ces solutions endogènes existent. Elles existent. Il suffit tout simplement qu'on ait un peu de courage et on va régler ces problèmes-là. Et j'insiste sur la question du leadership. Il est important. Le leadership est important. Parce que quand on prend par exemple le cas de Mali, prenons seulement cet exemple, avec tous ces colonels qui entourent le colonel Assimi Goïta, et les propositions qui leur ont été faites, parce que, ne vous détrompez pas, on a tenté de les corrompre. S'ils ont pu résister jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont un leadership qu'ils assument, et qui est fort, qui est puissant, qui est la conséquence, ou bien qui est consécutif à un certain nombre d'étapes qu'ils ont traversées ensemble. Et ils se sont dit, là où nous sommes arrivés là, nous allons sauver notre peuple, notre pays. Et montrer l'exemple.
aux autres pays que c'est possible. Tout dépend de nous. Donc la qualité de leadership est extrêmement importante. J'ai l'habitude de fustiger souvent nos intellectuels et ceux qui ont des parents académiques. Parce que la plupart de nos intellectuels et ceux qui sont qui ploient sur le poids de ces parents académiques, quand tu demandes leur référentiel sur le plan, j'allais dire culturel, tous ces référentiels sont ailleurs. J'interroge même, je dis, mais où sont nos confréries traditionnelles? Il faut par exemple que pour sortir de là, pour être un maître de la parole en public, qu'on passe d'abord par ces confréries. Mais à condition que ces confréries consacrent d'abord l'homme comme valeur première de l'exercice de ce qu'ils vont léguer à ces intellectuels-là. Je suis horrifié de constater que même pour faire un petit drain dans mon quartier, je suis à Logoma, c'est encore des Chinois qui viennent faire un drain. Mais quand même, ils sont sérieux. Avec tout ce que nos écoles produisent d'ingénieurs, et tu entends donc des chimères, des gens disent que oui, mais dans le drain là, on a vu un boa. Mais écoutez-moi des histoires. Et qu'il n'y a que les Chinois qui ont la magie qui peuvent arriver ce boa. On en est encore à des fadaises de ce niveau. Donc je dis à nos dirigeants, vraiment, quand vous regardez dans l'achat du Takou Gourmand, il y a aussi le poids et la puissance culturelle de confréries qui ont aidé ces dirigeants militaires-là. Et c'est un ami qui parlait avec moi. Il me dit, ils sont tellement silencieux, c'est tellement obscur que personne ne peut imaginer quelle direction ils veulent prendre. Mais quand ils prennent une direction, ils vont de succès en succès. Donc honnêtement, c'est là, je parle de l'éducation, je parle de langue. J'ai voulu axer la sortie de mon propos ce soir sur cette affaire-là, où j'ai l'impression que nous négligeons, nous insultons ce que nous avons de fondamental et de fort. Il faut vraiment renouer avec cette chose-là que nous avons de fondamental pour construire quelque chose, j'allais dire, de particulier, qui ne ressemble pas à ce que les autres ont. Parce que les autres, comme c'est eux qui nous l'ont imposé, on ne pourra jamais continuer sur ce chemin-là, arriver au même niveau qu'eux. Et l'une des expressions les plus, comment dire ça, complètement achevées de cette forme de domination, c'est de voir tout un chef d'État qui a reçu, selon lui, le suffrage de son propre peuple, mais se mettre à genoux après pour être adobé par une confrérie et extérieure occidentale, je parle de la franc-maçonnerie, et jurer obéissance à cette confrérie. Vous attendez à quoi dans de pareils états? C'est ça, c'est quand je parle du cœur de ténèbres. Voilà le cœur de ténèbres dans lequel certains de nos pays continuent de barboter. C'est pour ça que, excusez-moi, chère dame, ce combat, il est complexe, il sera difficile, mais nous sommes sûrs d'une chose. Tant qu'on aura le docteur Sango, aussi brillant qu'il est, nous serons sûrs que nous allons finir par vaincre. Le combat continue. Vraiment, je voudrais dire... Oui, allez-y rapidement. Le doyen, parce qu'il a dit quelque chose qui me touche personnellement. C'était vraiment inédit lors de ce colloque international que nous venons d'organiser à l'Université de Douala, parce qu'on a eu des thèmes tellement importantes, fondées sur l'ancestralité africaine. Il y a par exemple une thématique, et là c'est moi qui suis intervenu, savoirs locaux et développement du continent africain, plaidoyer pour une stratégie de développement du continent totalement ancrée sur ses valeurs et sur ses traditions. Alors là, j'ai essayé de démontrer qu'en réalité, il y a une sorte d'injustice qui prévaut actuellement. Où aujourd'hui, lorsque nous partons dans nos villages, par exemple, on taxe nos grands-mères, nos grands-pères d'analphabètes, des gens qui ne maîtrisent rien. Or, en réalité, ces personnes-là sont dotées d'une connaissance scientifique en une autre pareille. Donc, pour ma part, j'ai plaidé pour que on essaie un peu de résoudre cette injustice scientifique-là qui consiste à présenter nos valeurs traditionnelles, nos cultures comme étant des préjugés, comme étant des choses qui ne servent à rien. Parce qu'en réalité, c'est partant de là que notre développement pourra advenir. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on reconsidère au même titre que les savoirs occidentaux et modernes, nos valeurs traditionnelles, parce qu'aucun peuple, aucun continent, aucune nation ne s'est développé en faisant fi de ses traditions et de ses coutumes. Nous avons des exemples et des expériences à travers le monde.
La Chine nous parle, la Russie nous parle, la Corée du Nord nous parle. Pourquoi l'Afrique ne veut pas intégrer cette réalité-là? Donc, c'est une urgence, Madame Siké, de revenir à nos valeurs traditionnelles parce que c'est de là que viendra inéluctablement le développement du continent africain. Merci à vous, Docteur Sango. Merci également à Passion Parfaite. Merci, cher monsieur. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était la dernière pour cette semaine, Point sur l'actualité. Votre programme revient la semaine prochaine avec d'autres thématiques, bien sûr, et avec vous. Mais en attendant, vous le savez, le week-end, c'est également le moment des grands débats sur For You Media Africa. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.